Je voudrais vous parler des dynamiques de groupe pendant les ateliers de recueil des besoins. Parce qu'en effet, les interactions entre les participants peuvent énormément influencer les résultats de ces ateliers. Il est vraiment essentiel d'identifier les fausses croyances associées à ces dynamiques pour comprendre comment elles peuvent être déjouées et pour s'assurer que les ateliers soient productifs et inclusifs. Je vais reparler de cette inclusivité juste après. Qu'est-ce que c'est des dynamiques de groupe? En fait, c'est des parties prenantes qui ont des interactions, on va dire, mais qui sont sous l'emprise de facteurs psychologiques et comportementaux qui vont donc influencer leur communication et la prise de décision en groupe. Quand elles sont mal gérées, ces dynamiques de groupe, elles peuvent créer des environnements où on va avoir certaines voix qui s'expriment plus que d'autres, du coup des idées intéressantes, voire précieuses qui sont négligées, et également vous pouvez avoir un certain nombre de malentendus qui prolifèrent. Et les fausses croyances dans ce contexte peuvent inclure, par exemple, des suppositions sur la prise de décision en groupe. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut être très lié aussi à la culture. Si vous travaillez dans un environnement international, un japonais, un allemand, un français, un américain, tout le monde a sa manière d'envisager une prise de décision. Dans certains pays, c'est collaboratif. Dans d'autres, on attend qu'une personne prenne la décision pour d'autres, etc., etc. Donc, en tout cas, sachez que les fausses croyances, ça peut vraiment inclure des suppositions sur cette prise de décision en groupe. Également, au niveau de la résolution des conflits, pareil, c'est lié à la culture, mais aussi la culture de l'entreprise, etc. Et puis, la dynamique de pouvoir au sein des groupes. Bon, je vais vous illustrer un petit peu ces exemples de problèmes en fait qui sont créés par la systémie de groupe pendant les ateliers de recueil des besoins. Alors, je me suis noté 5 points. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle la dominance des voix fortes. Une fausse croyance courante, c'est que, et surtout en France, c'est que les opinions les plus bruyantes sont les plus précieuses. Vous allez vraiment souvent avoir des contributeurs, enfin un en général, dans un atelier, il y en a au moins un qui parle beaucoup plus que les autres, qui parle plus fort, qui a une idée sur tout, qui a des exemples sur tout, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la voix forte. Ça peut être aussi un manager. Ça peut entraîner une situation où les voix dominantes prennent le dessus, tandis que les autres participants ils vont se retirer de la discussion en laissant des perspectives et des besoins importants non exprimés. Donc ça, c'est premièrement, dans une systémie de groupe, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment voir systématiquement, c'est cette dominance des voix fortes, et c'est vraiment au business analyst de jouer son rôle de facilitateur en repérant ces voix fortes, en les accueillant, mais surtout en les minimisant pour laisser la place à d'autres. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la conformité et la pensée de groupe. Donc dans les ateliers de recueil des besoins, on peut parfois avoir des participants qui recherchent le consensus au détriment de la qualité des décisions. Et souvent, ça se passe quand il y a une fausse croyance au niveau du groupe, et peut-être que c'est au niveau de l'entreprise, que le consensus est synonyme de décision correcte, ce qui fait que ça sous-estime la valeur des opinions divergentes. Donc là aussi, un consensus, c'est ce qu'on recherche, mais parfois, il faut en passer par une phase de divergence d'opinion. Donc d'ailleurs, il y a certaines pratiques, comme le design thinking, qui commencent par phase de divergence et après de convergence. Donc attention, conformité, pensée de groupe, ça peut être un danger lorsque on pense que c'est par fausse croyance de cette manière-là qu'on va prendre une décision correcte. Ensuite, dans les ateliers de recueil des besoins, un autre écueil, c'est de négliger les conflits constructifs. Donc ça va un petit peu de pair avec l'autre, mais c'est pas forcément la prise de décision. Là, c'est vraiment pour l'émergence des besoins. La croyance que tout conflit est négatif peut conduire à éviter les désaccords qui sont pourtant nécessaires pour une analyse approfondie des besoins. Un conflit, lorsqu'il est constructif, peut stimuler la discussion et conduire à de meilleures solutions. Vous allez voir que parfois, quand vous allez sélectionner vos parties prenantes, il y a certains contributeurs que vous pourriez écarter parce que vous savez que en gros c'est des gens qui vont vraiment casser la dynamique de groupe. Il y a toujours des problèmes avec ces gens-là. C'est des gens qui sont là pour relever les problèmes et pas pour être constructifs. Et ça m'est déjà arrivé de devoir ne pas les sélectionner parce qu'en fait ça allait empêcher une réflexion de groupe. Et
eh bien, certaines fois, en fait, ces personnes-là, justement, elles sont intéressantes parce qu'elles amènent une voix différente. Par exemple, si vous voulez faire un atelier de travail, de recueil des besoins pour identifier tout ce qui est cas aux limites, exceptions, eh bien, ces contributeurs, ils peuvent être très intéressants parce qu'ils vont toujours aller chercher la petite bête. Donc, négliger des conflits constructifs, ça peut vous faire passer à côté d'informations qui ne sont pas dans le cas nominal, des besoins nominaux, qui sont des besoins à la marge, des cas exceptionnels, etc., mais qui vont énormément impacter la suite du projet et en tout cas la conception de la solution. Ensuite, il y a un quatrième point qui est important, c'est en matière d'inégalité de participation. Là, c'est vrai que quand on invite, mettons, 10 contributeurs, on peut imaginer que tout le monde a la même envie de participer. Eh bien là, c'est une fausse croyance également, c'est une hypothèse que tous les participants sont également disposés et capables aussi de contribuer de manière égale. Eh bien en fait non, parce qu'il y en a certaines déjà qui se sentent pas légitimes ou moins légitimes, peut-être pas autorisées à parler en raison de la hiérarchie présente, de la culture de l'entreprise ou des biais personnels, etc. Donc quand vous avez des contributeurs face à vous, eh bien non, il n'y a pas une égalité dans la participation. C'est une fausse croyance de penser que parce que vous invitez 10 personnes, les 10 personnes auront envie de manière égale de participer et participeront de manière égale. Et enfin, il y a un cinquième point, mais c'est pas exhaustif, c'est lié au malentendu et au manque de clarification. Si vous favorisez en tout cas pas une communication ouverte et des techniques de clarification, eh bien sachez que les ateliers peuvent propager des malentendus. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'un business analyst, son pire ennemi, c'est l'ambiguïté. Donc en fait, la croyance qui peut prévaloir dans certains groupes, c'est que tout le monde est sur la même longueur d'onde, que quand on parle d'un acronyme, quand on parle d'un jargon spécifique à l'entreprise ou au métier, tout le monde comprend. Eh bien non. En réalité, je peux vous assurer, le nombre de fois où, par exemple, j'étais en atelier de préparation des glossaires, donc je prends un terme métier que mes contributeurs utilisent au jour le jour, tout le temps, eh bien je me rends compte que il y en a plein qui sont pas d'accord avec la définition. Donc ça, c'est vraiment une fausse croyance que tout le monde est d'accord sur les acronymes, les jargons métiers, etc. et qu'on n'a pas besoin de l'approfondir. Non, parfois il faut vraiment vérifier de manière explicite puisque c'est de cette manière-là que des besoins cruciaux peuvent être mal interprétés.